Presque tous les jours, mais assurément tous les week-ends, le bateau de la famille Stevenson quitte le ponton de leur maison flottante. Et alors, ils profitent à plein de ce coffre Vancouver. La famille Stevenson, c'est Rick, le père, Julie, la mère et leurs 2 enfants. Une famille américaine installée dans la ville depuis 2 ans. Ils y sont venus pour à peu près les mêmes raisons que tous ceux qui y viennent. Je voudrais pas vivre à New York. Je voudrais pas élever mes enfants à New York. Cette ville ici a tous les ingrédients de la grande ville, mais elle n'est pas aussi frénétique que les autres. Elle est vivable, à tous les niveaux. Et l'attitude des gens ici le reflète. L'art de vivre et la richesse de Vancouver, c'est donc ça. Profiter au maximum de son environnement. Les pistes de ski sont à 20 minutes et l'océan partout. Tout est possible en restant en plein cœur de la ville. Ce que l'on aime faire, c'est de sortir dans la baie, aller super vite et tourner autour des cargos et les compter. Et voir tous les pays d'où ils viennent. De quel pays vient ce bateau? Donc le premier à le voir doit le crier et reçoit $1. What is it? Panama! Vancouver, une ville donc où l'on peut jouer avec le nom des cargos tout en naviguant sur fond de gratte-ciel. Une ville où la nature est partout. D'ailleurs, tous les ans, c'est la même chose. Vancouver est dans le top 5 des 3 plus importantes études internationales qui classent les villes en fonction de leur qualité de vie. Conséquence d'une géographie unique, de la présence des montagnes ou de l'océan, peu importe. Vancouver fait l'unanimité. On aime y vivre, y travailler, s'y détendre. Évidemment, on peut en débattre, mais une chose est sûre. La nature se mêle aux immeubles et Vancouver est une ville différente au regard des villes nord-américaines. Et c'est aussi pour cette raison que Rick Stevenson s'est installé dans l'endroit le plus particulier de cette ville si particulière, sorte d'enclave inaccessible, le Sea Village. Si c'est trop lourd, vous pouvez laisser ça au coin du quai. Et ce jour-là, au Sea Village, c'est jour de fête. On reçoit les plantes qui vont orner les pontons. C'est comme si le village prenait vie. C'est l'arrivée du printemps, boum, même si on est le 26 mai. Depuis bientôt 2 ans, Rick Stevenson participe à cette forme de vie communautaire qui fait aussi le charme des 13 maisons flottantes. Est-ce que vous avez des fuites? Non, on n'en a pas pour le moment. Je touche du bois. Le Sea Village fait la joie de ses enfants. Ils vivent dehors, arpentent les pontons en tous sens, jettent un œil sur les poissons qui rôdent, pour mieux martyriser les moules qui bougent évidemment moins vite. Même s'ils habitent ici au quotidien depuis peu, Rick a acheté la maison il y a 20 ans. Car Rick est réalisateur et Vancouver le 2e plus grand centre cinématographique d'Amérique. J'ai convaincu la MGM de faire des films ici, et ça a été pour moi le premier de nombreux films que j'ai réalisés à Vancouver. Quand tu arrives des États-Unis, les équipes travaillent 6 jours sur 7. Mais ici, si tu demandes à travailler 6 jours, ils disent OK, mais on va y aller tellement à reculons que tu n'as aucun intérêt à le faire. Les gens ici accordent une grande importance à leur famille, leurs loisirs. Tu peux faire presque tout ici, les gens apprécient ça et se battent pour le défendre. Malgré tout, il y a un léger bémol à cette ville rêvée. La pluie, ça peut être oppressant. Jour après jour, puis tu as une belle journée et ça efface tout le reste. Tu te dis, ah oui, c'est pour ça que je vis ici. Ça efface vraiment les jours de pluie. Une question demeure. Est-ce simplement cet art de vivre qui fait de Vancouver une ville si différente en Amérique du Nord ?
Pourquoi je prends ces photos? Parce que je veux documenter la vie de la ville depuis le système de transport. Ce train est important parce que Vancouver est unique parmi les villes nord-américaines, parce qu'elle essaie activement de se détourner de la voiture. Elle n'est plus orientée vers la voiture. Ça paraît certainement anodin vu d'Europe, mais Vancouver propose aujourd'hui un autre modèle de développement en Amérique du Nord, où les villes se structurent autour des autoroutes et de l'étalement urbain. Ici, on a fait le choix inverse. On a ramené les gens dans le centre-ville. Ces fameux centres-villes, qui ne sont plus que des lieux de travail partout ailleurs, sont ici aussi des lieux de résidence. Et Cindy Chan, la photographe des transports en commun, est partie prenante de cette évolution. Elle est urbaniste, elle a défini les lignes de développement de ces quartiers. Je pense que Vancouver a décidé cette évolution parce qu'elle voulait devenir une ville de cadres. Et ça a été le début de Vancouver comme une ville soutenable avec ses quartiers où l'on peut tout faire. Les gens ici n'ont pas besoin de leur voiture pour rentrer chez eux. Ils peuvent marcher ou prendre leur vélo pour aller n'importe où dans le cœur de la ville. Vancouver se veut ainsi le prototype de la ville durable. Le concept tient en 3 mots. Live, work, play. Habiter, travailler, se détendre au même endroit. Tout faire au pied de chez soi. D'où l'importance accordée au transport en commun. Et il y en a un qui est indéfectiblement associé à l'image de Vancouver. Il relie le centre au nord de la ville, il fonctionne de 6h à 1h30 du matin, 3 millions de passagers l'empruntent chaque année, c'est le C-Bus, où Cindy poursuit sa quête photographique. Il traverse donc sans discontinuer la Anse Burrard, une anse qui illustre assez bien le dynamisme de la ville. Et il n'y a pas meilleure place que le C-Bus pour s'en rendre compte. Marvin en est l'un des capitaines. Il se passe beaucoup de choses ici. Les gros cargos arrivent et déchargent, les tankers viennent et repartent, les barges aussi font des allées et venues. Il y a les hydravions qui volent au-dessus de nous quand ils décollent ou qu'ils atterrissent. Les hélicoptères qui vont et viennent. Et les bateaux de plaisance. Il y en a beaucoup en été. Les débutants sont un peu dépassés. Il y a des gars qui ont vraiment du mal. Ils ont du mal à gérer tout ce qui se passe ici en permanence. Et c'est vrai que ça n'arrête jamais. Il y a environ 200 décollages ou atterrissages chaque jour ici. Bob est pilote d'hydravion depuis 45 ans. Autant dire que la Anse Burrard, il connaît. C'est le seul aéroport au monde qui est sur l'eau. C'est ça qui le rend si différent de tous les autres. Le C-Bus, bien sûr, a sa propre route. Il fait le même trajet tout le temps. Il a sa propre zone. Nous aussi, on a notre propre zone, mais il faut toujours que tu gardes un œil ouvert quand tu es en l'air. Heureusement, quand tu es là-haut, tu as une bonne vue. Donc tu peux voir les bateaux de loin et tu peux voir le chemin qu'ils prennent. S'ils vont tout droit, c'est facile. Mais quand ils zigzaguent sans arrêt, tu sais pas ce qu'ils font après et là, tu as intérêt d'être vigilant. Et Bob ouvre l'œil plus que jamais. Car le trafic augmente. Le port de Vancouver est la porte d'entrée de l'Asie en Amérique du Nord. 172 milliards de dollars de marchandises y transitent. 4e port le plus important du continent. L'économie est donc florissante, ce qui aide bien les orientations prises par la municipalité. On a un maire ici qui est vraiment environnementaliste. Il veut que la ville soit verte. Il veut qu'il y ait des vélos partout, mais je suis pas trop ça. Mais vous en pensez quoi? Oh, je m'en fiche complètement. Attitude originale, dans une ville où le jardinage semble être une obsession. Cindy Chan, l'urbaniste, a un côté militant. Elle fait ce qu'elle appelle du jardinage de guérilla. Autrement dit, elle utilise l'espace public pour faire pousser des fleurs ou des légumes. Et c'est loin d'être la seule. Comment ça va? Bien, et toi? Bien. J'étais en train de leur montrer la plante que tu m'as donnée l'année dernière, comme elle pousse bien. Puis j'en ai mis en pot, parce que je veux pas que ça s'étale trop partout. Tu veux dire pas comme les miennes? Ouais, je veux les contenir un peu plus. Ouais.
À Vancouver, chose étrange pour une ville, on parle donc beaucoup verdure et tout le monde y cultive son jardin. Cindy, elle, va plus loin. Dans son bureau, elle conceptualise aussi des fermes urbaines, des tours de dizaines d'étages où l'on cultiverait fruits et légumes dans les premiers niveaux, où l'on vivrait dans les derniens. Si nous utilisons toutes les technologies que nous avons à notre avantage, que nous les utilisons d'une manière totalement différente pour vivre dans nos villes, alors on a une chance de préserver l'environnement. Et vous pensez que Vancouver en est un laboratoire? Je pense que oui. La ville pousse vers ça. Elle veut être la ville la plus verte du monde d'ici 2015. Et c'est le chemin qu'il faut prendre. Il faut penser à une utilisation complètement différente de nos bâtiments et nos terres. Il ne faut pas les séparer. Il faut les penser ensemble. En voici déjà un exemple. Le toit de l'un des plus grands hôtels au cœur de la ville. Le chef Dana Hauser y cultive plus de 60 variétés d'herbes qu'elle utilise pour sa cuisine. Vancouver est vraiment une ville soutenable. Beaucoup de gens sont investis dans ce domaine. Et pour être honnête, comme chef, j'ai une obligation de faire les choses dans ce sens. En fait, le climat est très bon pour les différentes choses que nous produisons. C'est vraiment notre philosophie. C'est très saisonnier. Dès que l'on utilise quelque chose, on replante ensuite. Donc je passe beaucoup de temps dans ce jardin, ma cuisine en dépend, et c'est quelque chose que je fais avec passion. Ça devient de plus en plus naturel et facile. Évidemment, ce ne sont pas quelques toits jardins et beaucoup de terrasses fleuries qui font de Vancouver un modèle de développement durable. Cette volonté se traduit bien davantage dans une autre partie de la ville. Université de Colombie-Britannique. On y trouve le bâtiment le plus écologique d'Amérique. Un bâtiment laboratoire. La piste de réflexion est simple. Il ne s'agit plus d'éviter au maximum les dommages causés à l'environnement par l'homme, mais que ses actions l'améliorent. Ce bâtiment unique au monde, dont les performances sont analysées en direct, est le navire amiral des recherches mené par John Robinson. Ici, vous voyez les performances du bâtiment. Le mois dernier, vous voyez que la moyenne quotidienne de kilowatts par heure est négative. Ça veut dire que l'on produit plus d'énergie que l'on en consomme. Est-ce qu'une ville peut améliorer l'environnement et le bien-être des personnes? C'est une question très intéressante. Nous n'avons pas la réponse. Mais nous pensons que c'est le rôle de l'université d'explorer cette question, parce que n'importe où l'on peut régénérer les choses, c'est mieux. Et donc on doit trouver où c'est possible. Et ce bâtiment a été construit pour démontrer ça. Ici, tout le monde pense déjà au futur. Dans une salle du fameux bâtiment, on remarque une équipe qui développe un jeu vidéo sur les conséquences de la montée du niveau de la mer. Un jeu qui doit permettre aux populations locales de saisir ce qui les attend et de prendre les bonnes décisions d'aménagement. Mais pourquoi Vancouver semble-t-elle toujours en avance sur ces questions? D'une certaine façon, ce sont les circonstances. Qui est élu, quel est l'esprit de l'époque. Mais dans le cas de Vancouver, il y a un contexte culturel plus large. Beaucoup de gens viennent en Colombie-Britannique parce qu'ils aiment être dehors. C'est une part importante du mode de vie. C'est ce à quoi les gens identifient la ville. Donc il y a un intérêt pour le développement durable, bien plus important à Vancouver que dans n'importe quelle autre ville. Une des raisons, c'est parce qu'il y a la montagne, l'océan. C'est pour ça que les gens viennent. Et donc une fois qu'ils sont ici, ils veulent une ville qui protège ça, l'environnement. En gros, Vancouver, c'est un style de vie mêlé à une conscience environnementale. C'est ce qui fait son charme et sa différence sur le continent. Une sorte de paradis urbain, qui se mérite. Cette année, selon The Economist, Vancouver est devenue la ville la plus chère d'Amérique du Nord.